Comme ça, c'est ça, après 20 ans. Salut, puis bonne chance. Je me souviens pas de t'avoir dit bonne chance. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, ce n'est pas compliqué, nous allons parler du sujet de l'heure. En attendant le Grand Prix de Belgique, le congédiement de Christian Horner comme PDG et directeur d'équipe de Red Bull qui a été annoncé au cours de la semaine dernière, le 9 juillet pour être précis. Alors, pour discuter de ça, j'ai avec moi Maria Mercado-Lopez et Marc-André Fortin. Bonjour. Salut Abdou. Salut Abdou. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, très bien. La pause s'en vient. On va pouvoir se reposer un petit peu. Ouais, effectivement. Et déjà, on est à la mi-saison. Mais moi, je suis surpris, Marc-André, que tu ailles bien. Parce que je sais que Red Bull, c'est ton équipe. Et soyons honnêtes, la nouvelle est apparue comme une bombe, en fait. Donc... le moment était surprenant, mais la nouvelle en soi, était-on vraiment surpris? Mais justement, avant de plonger, je vais juste mettre un peu en contexte. Donc, le 9 juillet, durant le matin, on apprend que Christian Horner a été remercié de ses fonctions comme PDG et directeur d'équipe chez Red Bull Racing. Il sera remplacé par Laurent Mekies, qui occupait justement le rôle de directeur d'équipe chez Racing Bulls depuis presque un an et demi à peu près. Et Alan Perman, un homme qui a connu les belles années chez Benetton, Renault, avec Benetton, Renault, Lotus, Alpine, et qui est avec Racing Bulls depuis l'année dernière, occupe maintenant le poste de directeur d'équipe chez Racing Bulls. Et on a jusqu'à ce 9 juillet, était le seul et premier directeur d'équipe chez Red Bull, en place depuis 2005, la première année de Red Bull en Formule 1, entre autres après leur rachat de Jaguar. C'est 124 victoires comme directeur d'équipe qui le place au deuxième rang des personnes les plus avec le plus de succès en Formule 1, derrière Ron Dennis, je crois, avec 138. C'est aussi 8 championnats des pilotes, 6 des constructeurs. Mais ces dernières années, ça a surtout été marqué par, entre autres, en début d'année 2024, les allégations d'inconduite sexuelle à l'endroit d'une employée suite à des textos indécents qui ont été... qui auraient, et je dis bien parce qu'on sait pas, on ne connaît pas la véracité de si les textos publiés sur WhatsApp sont véridiques ou non, mais les enquêtes internes menées par une équipe indépendante et par Red Bull ont carrément blanchi. On a de tous méfaits, mais avec Red Bull, même si Max Verstappen a gagné le championnat des pilotes l'année dernière, c'est McLaren maintenant qui est au sommet. Alors, Marc-André, je vais commencer avec toi. Tu en as parlé un petit peu. Le timing de cette nouvelle est quand même surprenant. Oui, c'est vraiment... Surtout que, tu sais, le Britannique, c'était une figure complètement emblématique de Red Bull. Le choix de le démettre de ses fonctions quelques semaines avant la pause me semble quand même particulier. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'interne qui a poussé l'écurie à se dire « OK, c'est terminé, on clôt ça maintenant et on dit bye à tout le monde ». C'est quand même... Ça, c'est vraiment la chose qui m'a étonné parce qu'on savait que Christian Horner était sur la sellette d'une manière ou d'une autre depuis les allégations.
Visiblement, c'est lui qui avait le gros bout du bâton avec les propriétaires thaïlandais qui possèdent 51% de Red Bull. Donc, on s'attendait à ce que quelque chose bouge chez Red Bull après les nombreux départs, autant d'ingénieurs importants comme même des mécaniciens importants qui ont quitté. Adrian Newey a quitté. Donc, on s'attendait à ce que quelque chose se passe. Mais visiblement, Christian Horner a perdu la confiance de ses patrons et des propriétaires. Pourquoi? Même quelques jours après, lorsqu'on est quand même là près d'une semaine plus tard, on n'a pas toutes les réponses encore. Est-ce qu'il y a du Verstappen derrière ça? Est-ce qu'il y a son départ possible derrière ça? Je pense que c'est les prochaines semaines, les prochains mois qui vont véritablement nous donner une réponse sur le départ de Christian Horner. Exactement. Donc, tout ça, et comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus des questions que de réponses pour le moment parce qu'on est vraiment sur des oui-dire et tout ça. Donc, Anna Maria, toi, est-ce que tu abondes dans le même sens que Marc-André? Est-ce que tu es surprise par le timing du congédiement de Christian Horner? Mais dans le moment, c'est sûr, tout le monde était surpris. Je pense que oui, on savait qu'il se venait quelque chose. L'année passée, il était marqué pour comme tu l'as bien dit, des poursuites, des enquêtes, des choses qui se passaient chez Red Bull. Mais je pensais que tout était déjà comme fini. On savait que ça bougeait, mais je m'attendais pas. C'est une surprise que ça arrive. Dans ce moment-là, je dis pourquoi pas laisser finir la session? Pourquoi tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, tu sais, je me fais toujours des histoires dans la tête et je dis peut-être que c'est pas vraiment un congédiement suppressif pour Horner. Parce que je me suis dit, ça va pas bien chez Red Bull. Et peut-être Horner, il y a eu des offres d'une autre équipe, on ne sait pas. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que le timing, il est parfait. Si Horner, il y a une offre que si une équipe, il le demande d'y aller diriger l'équipe, le timing, il est parfait pour commencer l'année avec une nouvelle équipe. Mais par contre, si lui aurait fini la session chez Red Bull jusqu'à le mois de novembre, il fallait qu'il attende les 6 mois pour aller dans l'autre équipe. Et c'est pour ça que j'ai la doute que peut-être c'est Horner qui a pris la décision. On ne sait jamais. Ben, et c'est ça le truc. En fait, c'est que, bon, il y a plusieurs informations encore qui restent à confirmer, mais selon plusieurs journalistes, entre autres, j'ai regardé celui de Race parce que sont quand même fiables. Donc, on a été informé de son congédiement mardi, mais la nouvelle est sortie mercredi parce que, évidemment, on voulait annoncer, voulait annoncer son départ aux membres du personnel, autre que ce soit en présentiel ou virtuel, et aussi l'annoncer aux sponsors parce qu'ils ne veulent pas découvrir la nouvelle via un communiqué de presse comme celui qui est sorti mercredi. Mais, et ça a été, disons, confirmé par Martin Brundle sur Sky Sports lorsqu'il a été interviewé pour donner son explication. On n'a aucune raison derrière le congédiement. Donc, on ne sait pas pourquoi il a été congédié. Même lui ne le sait pas pourquoi. Mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a aucun lien avec ces allégations d'inconduite sexuelle en février 2020, qui sont sorties en février 2024, même si de ce que j'ai pu comprendre en regardant quelques informations sur les internets que le tout pourrait se retrouver en cours d'ici 2026, mais tout ça n'est pas en lien avec des histoires d'inconduite. Par contre, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a un mot depuis quelques semaines et depuis même
même depuis les histoires d'inconduite, d'allégations d'inconduite, il y a un terme qui est revenu et c'est power struggle. Parce que je pense que c'est quelque chose qui a été, au final, peut-être le point catalyseur de la chute de l'Empire Horner plutôt que de la chute de l'Empire Red Bull. Parce que, Marc-André, tu l'as bien dit, je pense que la chute de l'Empire Horner et la chute de Red Bull, en quelque sorte, a commencé avec le décès de Dietrich Mateschitz, le cofondateur de Red Bull, qui a été annoncé d'ailleurs quelques heures avant le Grand Prix des États-Unis en 2022. C'est son fils Mark qui a pris le relais des 49% des parts de Red Bull parce que il y a 49% qui appartient aux Autrichiens et l'autre et le 51% des Thaïlandais. Et surtout, Mark était, contrairement à son père, avait une approche un peu plus intrusive dans l'équipe. Donc, d'après vous, est-ce que ce serait le trop de pouvoir de Horner qui aurait été un peu son downfall? Je sais pas, selon moi, je pense pas que c'est pas trop de pouvoir de Horner, pas trop, c'était plus l'envie de pouvoir des autres, parce que même si Horner était le directeur, mais lui, il restait pas le propriétaire de l'équipe, donc il y avait pas tous les pouvoirs. Mais maintenant que les propriétaires ils reviennent à avoir plus de 50%, il y a le pouvoir. La première chose qu'il fait, c'est dire, ouais, on se défait de Horner et c'est déjà fait parce que ça là que c'était difficile de les faire sortir de l'équipe de la bonne façon. Mais de toute façon, je trouve ça aussi, si tu veux de pouvoir mettre Horner dehors de sa façon, c'est pas les moves les plus pertinentes parce que comme tu viens de le dire, tu viens de le congédier, ça veut dire que maintenant on n'écoute rien, mais si on n'est pas d'accord, ça va se retrouver au tribunal. Et ça, c'est pas une belle affaire pour Red Bull. Et pour, ni pour Red Bull, ni pour son nouvel sponsor qui va commencer avec eux l'année prochaine, plus la nouvelle réglementation. Ben, si c'est comme ça, je dis, ces conseillers étaient un peu, comment dire, comme les stratèges de Ferrari. Marc-André, je vais te laisser la parole. Ensuite, je vais répondre un peu à l'argument d'Anna Maria. Ouais, ben moi, c'est pratiquement, écoute, selon ce qu'on lit, ce serait interrelié entre la lutte au pouvoir qui se passait chez Red Bull depuis le décès de Dietrich Mateschitz. Et puis, parce que Horner prenait des galons. Après son décès, il a pris des galons. Il a voulu du pouvoir, il a voulu probablement monter dans la hiérarchie et prendre des décisions importantes, ce qui, visiblement, ne faisait pas toujours plaisir à tout le monde chez Red Bull. Et même si la relation entre Helmut Marko et Christian Horner semblait au beau fixe, on peut quand même se questionner à quel point il y a eu de la turbulence dans les bureaux à certains moments parce que, comme on le disait, on a l'impression qu'on voulait prendre de la place dans l'entreprise, voulait prendre une plus grande place et renvoyer quelqu'un lorsque ça va bien, entre guillemets, c'est plus difficile que lorsque ça va vraiment mal. J'aurais très mal vu, par exemple, un nœud quitter en début de saison parce que bien que ça n'aille pas très bien en début de saison ou à la fin de la saison passée, Red Bull quittait quand même avec un championnat en main. Maintenant, on a probablement vu lors de la dernière course la plus mauvaise version de cette Red Bull, alors que même Max Verstappen, qui contrôle absolument tout habituellement sous la pluie, n'a même pas été capable de contrôler cette voiture qui était inconduisible selon lui et qui semblait de base inconduisible. Donc,
on va probablement en reparler dans le podcast, mais il y a des choses dans cette voiture qui ne fonctionnent pas. Est-ce que tout ça a été mis dans le terrain de 1E? Peut-être, ce qui aurait quand même du sens pour justement vouloir le tasser. Mais ce qui est vraiment questionnable, c'est les Thaïlandais qui supportaient 1E, qui avaient la main mise sur cette décision, qui avaient le gros bout du bâton, encore, je le répète, et c'est eux, au final, qui ont décidé qu'un quittait. Donc, qu'est-ce que la seconde partie chez Red Bull a dit aux Thaïlandais pour finalement mettre un nœud hors touche? C'est vraiment, vraiment cette question-là qui est hyper intéressante. Puis malheureusement, on n'a pas la réponse, puis on ne l'aura pas avant quelques mois, peut-être même quelques années. Ben, c'est exactement ça. Je pense que, comme tu l'as dit, Marc-André, Christian Horner avait beaucoup trop de pouvoir depuis le décès de Mateschitz. Puis je pense qu'il avait même dit à Oliver Mintzlaff dans un moment, entre autres, où AlphaTauri / Racing Bulls commençait à avoir des difficultés. C'est Horner qui avait proposé à Mintzlaff de gérer tout l'univers Red Bull, autant l'écurie mère que Racing Bulls. Donc, c'est lui qui était non seulement en charge de remettre Racing Bulls sur les rails, ça a fonctionné. Je pense qu'il était derrière même la signature de Visa, qui est quand même un gros sponsor à avoir en Formule 1. Il est aussi derrière, je pense, la signature avec Ford pour le partenariat moteur qui commence dès l'année prochaine. Donc, il commençait à effectivement avoir trop de chapeaux en termes de gestion. Donc, évidemment, pour plusieurs, c'est ça. Il y en a, je pense, qui me disaient même que ça commençait à être un Horner Racing plutôt que Red Bull Racing, parce que c'était l'empreinte de Christian Horner lui-même plutôt que l'empreinte Red Bull. Donc, c'était comme un surplus de pouvoir qu'il commençait à avoir. Et puis, là où ça a commencé à faire mal, ce sont surtout les départs de plusieurs personnages importants dans l'écurie Red Bull, à commencer par Rob Marshall, qui était le designer en chef chez Red Bull Racing. Il a quitté en mai 2023. Et puis, depuis l'année dernière, il se retrouve chez McLaren, occupant maintenant le même rôle. Ensuite, on connaît l'histoire. Adrian Newey a quitté pour aller chez Aston Martin en mai l'année dernière. Au mois d'août, Jonathan Whitley, qui était, disons, le directeur sportif de Red Bull, quitte pour aller chez Sauber / Audi pour devenir directeur d'équipe. Et on voit actuellement le succès que ça donne. Et en plus de ça, vous avez sûrement vu la stat que depuis le Grand Prix d'Espagne, Sauber a marqué plus de points que Red Bull. Ensuite, il y a en septembre Will Courtney qui quitte Red Bull pour devenir directeur sportif de McLaren, mais il entre en fonction seulement à partir de la mi-2026. Et Courtney était là depuis 2006, tout comme Whitley et Adrian Newey. Et là, ce sont quand même des membres importants qui quittent Red Bull. Oui, Marc-André? Ce sont des membres importants, puis il faut replacer les choses en contexte également. Tous ces départs-là ont été faits alors que l'équipe était dans une situation de championnat et vainqueur également. Habituellement, on voit certaines têtes quitter des écuries à un moment où ça va moins bien, que l'écurie est un petit peu en perte de vitesse, où on voit pas la fin. Mais dans ce contexte-là, tous ces départs-là
ce sont des départs qui sont arrivés alors que l'équipe était en situation championne. C'est ça qui est encore plus étonnant dans ces circonstances-là. Ben oui. Ben, je pense entre autres au départ d'Adrien Newey. Christian Horner est même allé dire que Adrien Newey, qui est carrément le meilleur designer en Formule 1, ben, il dit, ben, finalement, Adrien Newey n'est peut-être pas le génie qu'on pensait et est en train de donner des fleurs à Pierre Vacher qui occupe maintenant le poste. Et d'ailleurs, il y aurait eu beaucoup de friction entre Newey et Vacher, entre autres sur le développement de la voiture de l'année dernière, les mises à jour qui n'ont pas fonctionné, entre autres depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et ensuite, on connaît la suite. Et donc, Christian Horner qui va dire jusqu'à, disons, donnez-moi de crédit à Adrien Newey pour le travail qui a été fait depuis ces dernières années. Ça aussi, je peux comprendre Newey de vouloir quitter Red Bull pour aller dans une équipe où il va se sentir plus valorisé. Jonathan Wheatley qui quitte Red Bull, ben, surtout avec les histoires d'allégations. Avec les allégations d'inconduite sexuelle, on pensait que Horner allait démissionner. Ça n'a jamais été le cas. Il a toujours sorti son business as usual. Ben, pour Wheatley, c'était peut-être lui le successeur de Horner. Mais quand il a vu que ce dernier ne partira pas, il est allé chercher une autre niche chez Sauber, puis ça semble fonctionner pour le moment. Et pour Courtney, bon, ça, c'est encore surprenant, mais surtout quand on sait que ces trois-là, principalement Marshall, Newey et Courtney, ne sont plus là sont là depuis 2006 avec Red Bull, je pense pas que c'est pas par hasard qu'il décide de quitter Red Bull, Anna Maria. Oui, mais en même temps, avec la question Newey, je dirais que oui, du côté de l'équipe, c'est plus Horner qui a perdu Newey. L'équipe a perdu des têtes importantes. Mais côté de Newey, ben, je pense pas que ça dirait que quand ça commençait le problème chez Red Bull, il y avait toujours, on a vu des déclarations que Newey disait que si ça continuait comme ça, la chicane, il allait juste quitter. Mais il n'était pas tellement pris côté non plus les côtés Marco, parce que j'ai toujours lu que Newey était des amis avec Horner, pas avec le docteur Marco. Donc, je pense que ça allait exploser. Ça allait exploser et ça explosé. Et je pense qu'il y a quelque chose à voir aussi avec Verstappen. Oh, est parti parce que Verstappen y reste, il est parti parce que Verstappen s'en va. Donc, l'on congédié, c'est ça. Parce que perdre Newey, ça, c'était quelque chose, mais perdre son pilote, il reste quoi? Ben, c'est ça. C'est là où, avant de parler de l'éléphant orange, moi, je veux savoir, Marc-André, pourquoi l'avoir congédié maintenant? Parce que, évidemment, le timing est quand même surprenant, mais je pense que c'est mieux de l'avoir congédié maintenant. Comme ça permet à Laurent Mekies de planter ses bases tout de suite pour préparer 2026, qui va être une année de changement pour tout le monde. Donc, est-ce que maintenant, ou peut-être même lorsque les premières rumeurs ont commencé à sortir dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne cette année, est-ce que d'après toi, c'était mieux de l'avoir congédié maintenant? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi aussi? Ben, moi, comme j'ai soulevé, le timing vraiment m'a surpris et m'intrigue énormément. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Est-ce que Horner a été renvoyé parce que
il n'a pas été capable de garder Verstappen. Là est la question. Est-ce que c'est parce que Max est insatisfait qu'il quitte en ce moment? Est-ce que Max veut rester dans Red Bull et c'était lui ou Horner? C'est toutes sortes de questions qu'on va pouvoir avoir des réponses un petit peu plus tard. Mais moi, je me souviens, je pense que c'est Adrian Newey au mois de janvier dernier qui avait soulevé que dans tout le déclin de cette voiture-là, il se demandait si c'était pas parce que Red Bull n'avait pas pris au sérieux les problèmes que cette voiture avait depuis plusieurs années et que ils étaient tellement sur la vague de on est les champions, ça va bien, on n'a pas de problème. Je me demande si tout ça est pas en train a pas tombé sur la tête de Horner et il n'y avait plus de réponse à donner à personne sur pourquoi cette voiture était si mauvaise. Parce que le déclin, on le voit depuis la mi-saison de l'an passé et ça ne fait que s'empirer. Cette voiture-là ne s'est jamais améliorée. Tu sais, j'ai parlé avec un ami récemment et je lui disais, Max n'a jamais eu de raison de quitter Red Bull parce qu'il a toujours été en constante croissance. Dès son arrivée, la voiture s'est améliorée. Il se battait pour des troisièmes places. C'était correct parce que c'était cette qualité-là qu'il pouvait avoir. La voiture est devenue championne. Et là, en ce moment, Max est en train de vivre la décroissance. Donc, je me demande vraiment vers qui ou qui a pris cette décision. Mais oui, c'est sûr que de laisser Laurent Mekies avoir du temps pour parler avec les gens encore en place, parler avec les ingénieurs qui vont être là en 2026 parce que le projet est encore possible pour Red Bull, malgré que les rumeurs sont que le moteur et l'idée d'Horner d'avoir un moteur Red Bull ne faisait pas long feu ou que le moteur n'était pas encore totalement en moyen de se battre pour le titre en 2026. Ça aussi, c'est peut-être une des raisons. Donc, ça peut tellement être multiple, mais c'est sûr que le timing est spécial. Et justement, tu parles de Verstappen. Moi, je vais parler de l'autre siège parce que dans tout ça, dans ce power struggle, il y a eu surtout le contrat, puis je vais passer la parole à Anna Maria. Le cas du contrat de Sergio Perez qui a été annoncé avant le Grand Prix du Canada l'année passée. On lui a donné un contrat de 2 ans, disons pour donner un peu de confiance à Checo. Ça n'a pas fonctionné. Et là, le Red Bull a été forcé ou disons a décidé de le remercier, de résilier son contrat pour donner le volant à Liam Lawson, qui n'aura finalement duré que 2 Grands Prix avec Red Bull, et c'est maintenant Yuki Tsunoda qui est là. Mais moi, je pense que là-dessus, c'est peut-être été, avec de la rétrospective, une erreur de la part d'Horner de lui avoir donné ce contrat. Et surtout, moi, je pense aussi, ça a été une erreur de la part de Red Bull de ne pas avoir pris au sérieux le fait que Checo a soulevé des problèmes avec la voiture avant que Verstappen ne le dise même. En fait, je pense que oui, ça les renouveler le contrat de Checo, je pense que c'était pas une bonne idée parce que ça n'a rien changé dans sa conduite, ça n'a rien changé dans son mental, ça a juste ajouté des coûts parce que ils ont renouvelé ce contrat, plus il n'y avait pas de points, donc l'équipe il a dû les remercier et en même temps il a dû les dédommager aussi parce qu'il y avait un contrat, même s'il n'allait pas bien, il y avait un contrat. Mais le cas de la 12e voiture, je pense que ça... Oui, la 12e voiture, la voiture est inconducible. Oui, Max est capable de la porter plus loin. Mais Red Bull aussi, il y a un intérêt à que ça marche.
Et pendant que la voiture était bien, quand il était dans son meilleur, que Max Verstappen gagnait, que Red Bull a gagné le championnat, Checo, il était là, 12e, il était loin de qu'est-ce qu'il faisait Verstappen. Donc, il n'y avait pas aucune raison de dire que c'est la 12e, c'est question de voiture. Il y avait un pilote qui gagnait quand même. Checo, il faisait des podiums, il faisait des pôles, il y avait des victoires. Mais l'année passée, c'était toute... l'année passée, il empirait plus qu'il essayait d'améliorer la voiture, plus qu'il faisait des configurations, plus qu'empirer. Et la question, c'était pas juste la voiture. Il a commis beaucoup d'erreurs de pilotage. C'est pour ça que moi, dis que Checo a soulevé des questions, il n'a pas regardé. Pas tout à fait, parce qu'il y en avait eu l'année passée. Checo, il y a beaucoup commis d'erreurs de pilotage, de crash, et ça aide pas. Je le vois cette année. Chucky, il y a eu un gros crash, il a scrapé la voiture, et après ça, on ne peut rien faire parce qu'ils ont mis les planchettes de l'année passée, et c'est ça. Mais est-ce que, justement, le fait que Checo et aussi Liam Lawson et Yuki Tsunoda, dans la génération actuelle, je parle de celle depuis 2022, fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de livrer les performances parce que la voiture n'est pas faite à leur mesure? Parce que il y a ça. Oui, je comprends que Checo a été catastrophique dans la deuxième... depuis le Grand Prix de Chine, qui a été son dernier podium jusqu'à présent. Mais est-ce que c'est pas le fait que, par exemple, quelqu'un comme Max Verstappen est capable d'amener cette voiture là où elle ne devrait pas être, et on le voit encore où il marque presque 90% des points cette saison, parce que oui, Checo, Lawson et Tsunoda, sur papier, n'ont pas été à la hauteur de Verstappen, tout comme les Gasly et Albon depuis le départ de Daniel Ricciardo. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, puis je vais passer la parole à Marc-André, est-ce que ce n'est pas aussi un désaveu pour dire que, justement, le congédiement de Horner, l'arrivée de Laurent Mekies, qui semble être un profil un peu plus similaire à Frédéric Vasseur, moins antagoniste qu'Horner, quelqu'un qui est plus humain, pourrait faire en sorte que en 2026, avec la nouvelle voiture, ça pourrait permettre aux deux pilotes d'être pas sur un même niveau, mais être plus compétitifs, Marc-André. Je pense que tu soulèves d'excellents points. J'ai été extrêmement dur avec Sergio Pérez par le passé parce qu'on avait l'impression que c'est lui qui faisait tout mal et que la voiture était, de notre point de vue, pratiquement parfaite. Mais c'est vrai que en rétrospective, Sergio a soulevé les drapeaux rouges et visiblement, même avec les commentaires de plusieurs personnes au sein de Red Bull dans les dernières semaines, derniers mois, on a l'impression que personne n'a voulu écouter les drapeaux rouges. On était fixé sur le fait que ça allait bien, que Max gagnait. Mais en réalité, comme tu l'as bien dit, on voit maintenant que c'est peut-être Max qui est un super pilote, sans blague. On disait, la voiture est construite pour Max, mais peut-être que la voiture est construite pour Max, mais je veux dire, tu as quand même un moyen de construire une voiture différente pour les deux pilotes avec les réglages. Mais peut-être que cette Red Bull est tout simplement mal née et qu'au final, Max réussissait quand même à bien s'en sortir dans les circonstances. Puis, il faut dire aussi que les adversaires de Red Bull au début de cette nouvelle génération ont tous eu des problèmes à leur moment. Mercedes avec le martouinage, Ferrari ont eu de la misère aussi avec
justement les réglages entre les virages lents et rapides, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun adversaire, je trouve, qui a vraiment été en pleine forme pour se battre contre une Red Bull. Donc, est-ce que la Red Bull était si forte ou c'est les autres qui étaient assez mauvais à ce moment-là? Et là, vu que tout le monde s'améliore et que Red Bull est resté stable, c'est comme ça que cette voiture performe. C'est peut-être aussi un élément de réponse en ce sens, mais quand on voit que Liam Lawson a réussi à rien faire, puis bon, c'est peut-être pas le pilote de l'heure, mais c'est quand même un bon pilote, n'a rien réussi à faire. Yuki Tsunoda n'a rien réussi à faire. Je me demande jusqu'où on aurait pu aller. Est-ce qu'un Carlos Sainz aurait été capable de conduire cette voiture? Est-ce qu'un Charles Leclerc aurait été capable de conduire cette voiture? Je veux dire, on peut extrapoler plus loin, mais la question demeure assez intéressante à savoir quel type de pilote aurait pu réussir à avoir des performances sous cette voiture. Et on n'aura jamais cette réponse, mais actuellement, il n'y a rien qui fonctionne. Est-ce que Laurent McKees peut venir tout changer? Ça va être intéressant de voir quel type d'empreinte il peut mettre sur la voiture 2026 à partir de ce moment-là. La rédaction et la conception doit pas mal être bien avancée quand même, mais je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'il peut amener de plus. Puis d'avoir deux chefs, un chez Racing Bulls, deux chefs, deux nouvelles têtes, malgré tout, même si les solutions sont à l'interne. Et Helmut Marko a mentionné aujourd'hui dans certains médias britanniques que c'était ça l'objectif, c'était d'aller chercher de l'aide à l'interne. Peut-être que ça pourrait aider justement l'entreprise à revenir de l'avant et peut-être de pousser la voiture 2026 à un autre niveau. OK. Maintenant, le gros point. L'éléphant orange dans la pièce. Max Verstappen. Est-ce que une des raisons du congédiement de Horner lui serait directement ou indirectement attribuée? Parce que je sais que les relations entre son père Jos, ancien pilote de Formule 1, et disons la tête derrière Max, et Christian Horner, ce n'était pas au beau fixe, et on a pu la faire se voir surtout l'année dernière avec les allégations d'inconduite sexuelle, et de toutes les personnes, c'est Jos Verstappen qui a fait le plus de sens quand on connaît aussi le passé troublant du père de Max, mais ça a été Jos Verstappen qui a été un peu un sonneur d'alarme sur un peu la manière de faire de Christian Horner. Les relations n'étaient pas au beau fixe. Là, il y a toutes les rumeurs comme quoi Max Verstappen et Mercedes, soit ce serait déjà fait, soit il y a des pourparlers. Est-ce que, d'après vous, on peut, et je sais que vous en aviez parlé un tout petit peu avant, est-ce que Max Verstappen serait directement ou indirectement impliqué dans le congédiement de Christian Horner le 9 juillet dernier? Moi, je vois un rapprochement parce que, bon, les rumeurs sont sorties pas mal en même temps, mais tu sais, les rumeurs en Formule 1, on peut en prendre puis on peut en laisser également. Là. Puis les possibles rencontres entre Toto et Max, on peut en prendre et en laisser également. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est dans la gestion d'une entreprise. Dans la gestion d'une entreprise, tu vas avoir certains objectifs que un patron pourrait donner à son employé. Ici, les patrons de Red Bull à un nœud. Si l'un des objectifs de l'année était de rassurer Max, de lui dire « Hey, ça va bien, on s'en va dans la bonne direction, on te montre une bonne voiture, ça va bien aller », puis qu'on tente aussi d'avoir de bonnes relations entre Horner et que Horner ait des bonnes relations avec Max et la famille et le clan Max, et qu'au final, il quitte, ou au final, il y a des pourparlers sérieuses avec Mercedes, ça peut être une raison de renvoi. Si Horner n'a pas rempli un des gros objectifs de sa saison, par exemple, mais ça se peut que ce soit une des raisons pour son départ. Mais après ça, est-ce que c'était aussi une demande du clan Verstappen qu'un eux sorte pour qu'eux restent?
ça aussi, c'est l'une des possibilités qui est sur la table. Mais ça, comme je l'ai mentionné tantôt, si au cours de la pause, on apprend que Max signe un contrat avec Mercedes pour l'an prochain, ben là, on va avoir un élément de réponse. Si Max signe pas et reste avec Red Bull, ben là aussi, on a peut-être un élément de réponse. Donc, on va tourner en rond jusqu'à temps qu'un livre sorte et qu'on apprenne le fin mot de l'histoire. Anna Maria? Mais oui, comme l'a dit Marc-André, ça doit être lié direct ou indirectement. Ou c'est parce que Verstappen il va quitter Red Bull, ou c'est parce qu'il demande de mettre dehors Horner pour y rester comme condition. Mais c'est le point que je voulais laisser clair, c'est que je ne crois pas qu'ellos a aucun impact dans les décisions de Red Bull ou dans la décision même de Max Verstappen. Lui, parce que lui, il parle tout le temps, et c'est vrai, il est comme il est, mais je pense qu'il n'y en a pas aucun impact dans la décision que s'est prise. C'est plutôt, je pense que c'est Marco qui est derrière la décision. Ils ont donné la chance de prendre une décision et il a pris. Et c'est sûr que Max est en conversation avec Mercedes, c'est pas un secret. Le Toto Wolff, il est clair, il le dit, il le veut. Donc, il n'y a pas de secret, il se cache pas. Je pense que ça n'a pas aidé non plus à Horner parce qu'on connaît Toto Wolff. Lui, il veut des Max. Ça l'engage à rien à dire oui, je vais Max parce que ça pousse aussi, ça fait la pression aussi à l'équipe. Ça va l'aider à signer le contrat. Je pense si n'est pas signé, ça va l'aider aussi. Donc, c'est moi, c'est sûr que Verstappen a quelque chose à voir. Pas parce qu'il le demandait peut-être pas directement, mais c'est les conséquences sont là. Parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé en lisant, par exemple, un article dans Race Fans. Christian Horner, après le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura été finalement son dernier Grand Prix, il a dit, et je le cite, je vais focuser sur les positifs. On a eu la pole position, on a eu la performance dans la voiture avec les mises à jour qu'on a apportées, on a été capable de trouver la balance, etc., etc. Bon, malchance avec la météo, bref, un réglage qui devait fonctionner pour sur piste sèche. Mais il a dit ceci, on a marqué plus de points que George Russell. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que depuis quelques Grands Prix, George Russell a marqué beaucoup plus de points que Max Verstappen. Et surtout avec cette histoire de clause de départ où, par exemple, si Verstappen n'est pas dans le top 3 du championnat d'ici la fin du mois de juillet, il peut activer la clause de départ pour 2026. Et même, je crois que si en 2026, il n'est pas dans le top 2, il peut activer sa clause pour 2027. Là aussi, c'est quelque chose qui est important parce que là, on est encore au mois de juillet. Il y a le Grand Prix de Belgique qui arrive justement à la fin du mois. Ben, ça pourrait être un peu un point avec attention. Je crois qu'il y a une quinzaine de points d'écart entre Verstappen et Russell. Mais ça aussi, Verstappen, pour moi, il aurait été plus concerné de perdre des points comparé aux deux McLaren parce qu'il était à 69 points d'Oscar Piastri au championnat des pilotes. Red Bull, quant à eux, je pense, Horner a été plus stressé de voir Russell marquer plus de points que Verstappen parce que sinon, ben, si jamais ce dernier voit qu'il est derrière Verstappen,
il est derrière Russell au championnat des pilotes, il peut dire, bon, ben moi, j'ai mes clics, je prends mes clics et mes claques, puis je vais signer chez Mercedes. Donc, là-dessus, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être important. Mon autre, l'autre truc, et je l'ai dit peut-être pas dans ce podcast pour le moment, je vois mal Verstappen aller chez Mercedes en 2026, justement avec le fait que si les rumeurs sont vraies que le moteur Mercedes est bon, tant mieux, mais est-ce qu'il est fiable? Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'on est vraiment dans l'inconnu. Donc moi, j'ai dit à Max, reste avec Red Bull, vois qu'est-ce qu'il va faire. Si jamais ça ne va pas en 2027, là, tu peux en 2026, là, tu peux quitter pour aller chez Mercedes en 2027. Et là, ça permettra à Mercedes d'avoir un contrat avec Russell pour 1 an. Donc là, est-ce que ce serait un désaveu de la part de Horner? Ça reste à voir. Oui, tout à fait. Horner avait visiblement ses propres objectifs et il les a peut-être pas remplis et c'est ça qui a fait en sorte peut-être qu'il a quitté. Pour ce qui est de Max, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast bientôt, mais ses options sont tellement larges quand même pour lui-même. Je veux dire, peut-être que lui, à l'interne, il sait que la voiture Red Bull sera peut-être pas en bon état. Là, on spécule parce qu'on n'a aucune idée. Mais si je suis dans la position de Max et que je parle avec les ingénieurs, puis que je parle avec les motoristes, puis je sens une confiance, mais que elle est fragile. Tu sais que ce moteur-là est peut-être fragile parce que on sait qu'en ce moment, c'est Red Bull qui a pris le contrôle de la section moteur. Ça semblait être un super projet quand la voiture était gagnante. Maintenant qu'elle ne l'est plus, peut-être que c'est plus sensible. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment cette voiture va être. Mais si à l'interne, Max a des drapeaux rouges sur le fait que la voiture est pas très bonne en ce moment et qu'on va être en danger, peut-être que lui se dit, OK, ben, j'ai peut-être plus de chance en quittant Red Bull, en m'en allant tout de suite chez Mercedes, en ayant le meilleur moteur, entre guillemets. Mais rappelez-vous que lors de la dernière génération, qui était bel et bien en avance? Ferrari. Dans les rumeurs, Ferrari avait un moteur super, très, très rapide qui allait tout battre tout le monde. Puis finalement, on sait comment ça finit. Donc, c'est pour ça que en ce moment, c'est un jeu de dés. Hein? Puis moi, je l'ai toujours dit, les meilleurs champions, c'est ceux qui jouent très bien au dés, qui savent rester dans leur écurie quand c'est le moment, qui savent partir quand c'est le moment. Puis Max est visiblement à une croisée des chemins où il doit prendre une décision. Et en ce moment, faut probablement que la clause soit possible d'être levée aussi. Donc, on verra à la fin du mois de juillet si les rumeurs sont vraies également pour ça. Donc, écoute, on n'a pas fini de spéculer autant sur Horner que sur Verstappen, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger en Formule 1, ça, il y a pas de doute. Puis, tu sais, Russell n'a pas de contrat non plus en ce moment. Puis, Toto disait qu'il voulait signer Russell il y a maintenant près d'1 mois. C'est toujours pas fait. Il n'y a pas de souris sans chat, il n'y a pas de chat sans souris, je pense. C'est clairement quelque chose en dessous de ça. Là. Ouais, c'est la première fois que j'entends cette expression. On peut bien en inventer un petit peu. Effectivement. Anna-Maria, toi, de ton côté. De mon côté, je pense qu'il y a que il se parle beaucoup, comme a dit Marc-André, on fait de la spéculation, la grosse spéculation. C'est sûr que Max maintenant, il faut prendre la décision. Ça serait bon aussi sortir de Red Bull un peu. Il a passé toute sa carrière là. Il sort de là dans un bon moment. Et, comme on dit, oui, on pense que c'est Mercedes le meilleur moteur, mais l'année prochaine, tout est nouveau. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe avec Red Bull? Oui, il y a un déficit. Il y a un déficit cette année de les power. Il y a un déficit parce que lui, même si essaye, il se retrouve pas. Est-ce que il y en a
le monde qui travaillait avec des Red Bull en la section moteur, est-ce qu'il y a des monde, est-ce qu'il y en a des monde qui déménageaient, est-ce que le fait que Honda il revient tout seul avec Aston Martin, et il y a des monde qui a changé de job, ils sont partis avec Honda, est-ce que Red Bull avec Ford, est-ce que ça va marcher? Est-ce que il y en a beaucoup de interrogantes. Dans ce cas-là, si je serais Max, au moins, Mercedes, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais c'est qu'on maintenant, la stabilité, c'est intéressant. À Red Bull, actuellement, il n'y a aucune stabilité. Il y a plein de monde qui est parti de l'équipe. La unité de pouvoir, on ne sait pas les moteurs, qu'est-ce que ça va donner. Et le nouvel boss, Mickey, est très bon, mais selon moi, il ne va pas rester l'année prochaine. Selon moi, lui, c'est le boucle émissaire, c'est lui qui vient remplacer Horner pour on peut faire les sales jobs, et après qu'il finit, peut-être il va retourner chez Alpha Tauri. Donc, selon moi, je ne sais pas, mais c'est ça. Moi, parce qu'on parle directement de Verstappen, mais moi, je pense qu'il faut aussi parler indirectement. Moi, je pourrais parler plus de Yoss et même de Dr. Helmut Marko. Parce que j'ai entendu des trucs de Race, Kim Hillman aussi, le célèbre photographe qui a sa chaîne YouTube, qui disent avoir entendu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne une discussion hyper houleuse entre Jos Verstappen et maintenant l'ancien chef des communications de Red Bull, qui a quitté d'ailleurs en même temps que Horner. Et il y a eu des gros mots qui ont été échangés. Pas les genres de fuck, shit, tout ça, là, mais même au-delà de ça, là, peut-être pas des trucs que tu pourrais dire... tu pourrais juste pas te dire tout simplement. Mais moi, je pense que si on est parti, je pense que c'est plus pour apaiser le clan Verstappen et Dr. Helmut Marko. Déjà que les deux commençaient à avoir des frictions, je parle de Marko et Horner. Verstappen père et Horner, c'est clairement à ne pas inviter dans le même party. Parce que sinon, je crois que ça va être un combat de boxe à main nue plutôt que d'autres choses. Mais est-ce que vous croyez à l'hypothèse que on serait parti pour apaiser le clan Verstappen? Parce que moi, personnellement, comme j'ai dit, je vois pas Verstappen quitter Red Bull en 2026. Je vais commencer avec Anna Maria. Mais ça se peut, c'est dans mes théories, il dit peut-être qu'il voit qu'est-ce qui se passe, les mondes, tout le monde il se réchauffe, tout le monde il commence à perdre patience, et lui il dit c'est tant qu'à faire, on va se calmer. Il était très diplomatique pour s'en aller, on n'a pas écouté des scandales, il a fait ça. Tout le monde a fait ça, il était très diplomatique, des côtés Verstappen, des côtés Horner, pour dire, pour saluer ses employés et partir. Mais je pense que ça se peut, c'est une belle théorie. Et comme j'avais dit quand ça a commencé, lui s'en va, il y a 6 mois, il peut trouver un autre job, et tout dans l'air correct, il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas sorti en train de dire qu'il va faire des demandes, rien. Donc, c'est une belle façon diplomatique de sortir. Donc, si ça explose après, lui n'est pas là. Marc-André? C'est une théorie qui est plus que possible, même qui est probablement la plus
probable parce que si Max et le clan se sont dit hey, là, on est vraiment tanné, on regarde vraiment ailleurs, on aime le Red Bull, mais on regarde ailleurs. Pour que le clan thaïlandais change d'idée, ça a dû prendre quelque chose. Et ça, c'est peut-être une partie de la réponse. Un possible départ de Max, si j'étais les Thaïlandais, je voudrais pas ça parce que ça ferait énormément mal à la marque de voir que le champion du monde, celui qui est avec l'écurie depuis 2016, depuis plus de 10 ans, décide de quitter le bateau. Ça ferait extrêmement mal. Donc, c'est sûr que ça a probablement un lien et on le verra dans les prochaines semaines. Mais encore là, est-ce que il va y avoir un changement aussi de garde? Est-ce que le changement de garde passe par Laurent Mekies? Est-ce que ça passe par quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise? Pour l'instant, c'est Laurent. Je pense que si on l'a nommé, c'est pas pour rien. Ça a dû être une décision hautement réfléchie. Donc, je vois pas Laurent Mekies quitter à court terme. Mais il va avoir beaucoup de changements chez Red Bull. Le rôle d'Helmut Marko va-t-il aussi tendre à changer? Ça aussi, c'est un peu intéressant. Helmut Marko, un genre de conseiller spécial. Quel genre de rôle il va prendre? En cas de départ de Max, quel genre de rôle il va prendre? Est-ce qu'il va tout simplement lui aussi partir? Est-ce que il est solide chez Red Bull? Ça me semble quand même quelqu'un de bien placé. Ça a dû être lui ou un eux, dans un sens. Donc, à un moment donné, dans les discussions, maintenant, c'est un eux. On verra pour la suite. Ouais. Et finalement, pour compléter le sujet, est-ce que vous pensez qu'Horner va se trouver un poste en Formule 1 très prochainement, Anna Maria? Très rapidement. Ça se peut, oui. Si oui, où? Est-ce que ce serait dans une autre équipe? Dans les médias? Les rouges. Ça se peut, les rouges. Au rouge? Chez Ferrari? C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, il y a des rumeurs de départ de Frédéric Vasseur, mais je sais qu'il y a des rumeurs que ce serait le boss de AF Corse en endurance qui pourrait le remplacer. Puis je pense pas que Horner est un candidat qui fitterait dans le moule de Ferrari. Marc-André? Un peu trop incendiaire, je trouve, pour Ferrari. Mais écoute, je pense que c'est lui qui va avoir le destin de sa destinée. S'il veut revenir rapidement, je pense qu'il va pouvoir le faire. S'il veut prendre une petite pause et revenir en 2026, je pense qu'il va pouvoir le faire. Mais c'est sûr que l'intérêt doit être là. Est-ce que Cadillac pourrait être intéressé? Je veux dire, je vois quand même le portrait d'une jeune écurie vouloir être bien accompagnée. Mais écoute, il pourrait vraiment aller partout. Est-ce qu'un Audi pourrait s'intéresser à lui? J'ai vraiment hâte de voir qui pourrait s'intéresser à un Christian Horner qui a tellement fait du bon travail chez Red Bull, malgré tout ce qu'on sait. Je vois pas Aston Martin non plus, parce que ça va être un peu incendiaire, peut-être. C'est sûr qu'il va se replacer quelque part, mais où? Ça reste quand même à être très intéressant. Moi, je pense qu'il serait bon dans les médias. Il a la gueule pour ça. C'est quelqu'un qui pourrait être quelqu'un dans les médias. Si jamais Apple a besoin d'un analyste pour la faire aux États-Unis, who knows? Mais moi, ce qui me surprendrait, c'est surtout de le voir en F1. D'abord en espérant que... Ben, pas en espérant. Si jamais les allégations d'inconduite sexuelle elles vont refaire surface de toute façon à chaque fois qu'on en parle, mais si jamais ça va en cours, en justice, c'est peut-être ça qui va peut-être le moins intéresser les écuries à l'avoir, mais ça c'est à suivre et c'est spéculatif encore une fois. Tout à fait. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP où on parle du sujet de Christian Horner. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle? C'est sûr que ça a été un choc, mais on voudrait avoir votre avis là-dessus. Donc, on est sur Facebook, Instagram, Threads et surtout Blue Sky @ le Bulletin GP. On est aussi sur Substack
D'ailleurs, j'étais supposé écrire en article, mais ça va attendre encore un petit peu. Mais on est sur lebulletingp.substack.com. On est aussi sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple, Amazon Music et partout le Bulletin GP est disponible. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner au groupe Facebook La Monoplace pour discuter de tout et de rien concernant la Formule 1 et la course automobile. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Adou, ça a été un réel plaisir. Merci à toi, Adou. Ça m'a fait vraiment plaisir, surtout pour un épisode hebdomadaire. Ça ferait un petit bout qu'on en a pas eu, donc de toute façon, c'était déjà dans les plans. Mais Christian Horner a disons, facilité la tâche. On peut le remercier pour ça, principalement, ainsi que ses 20 années de succès ternies par Power Struggle et des allégations d'inconduite sexuelle. Sur ce, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à une prochaine fois.